Oui, donc merci. J'ai donc été présentée ce matin, donc Annie Lelièvre, responsable du pôle autonomie au niveau de la Fédération hospitalière de France, et comme je le soulignais aussi ce matin, en étroite relation avec les différentes régions, et en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, où on a évidemment beaucoup de retours et un dynamisme quand même assez marqué parmi vous, ce qui est extrêmement important. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est certes de vous présenter l'actualité, les enjeux, les perspectives sur un certain nombre de sujets au niveau national, des sujets également en cours de débat ou à venir, pour vous donner quelques éléments et quelques pistes des sujets sur lesquels nous risquons très prochainement de revenir vers vous. Bien évidemment, on aura l'occasion d'échanger plus précisément pour ceux qui le souhaitent au-delà de cette présentation, d'autant plus que la configuration de la salle va peut-être vous rendre hésitant pour poser des questions. En tout cas, n'hésitez pas, puisqu'on est venu et on est là pour ça, donc c'est extrêmement important pour nous. Donc tout d'abord, alors je vais devoir tenter la technique. Alors, ça c'est un autre... Super. Je teste le matériel. Donc le premier point très rapidement sur lequel on voulait revenir, c'était surtout vous donner quelques pistes et quelques points de repère, de calendrier, à la fois sur le secteur du handicap et sur le secteur du grand âge, des sujets qui nous occupent un peu plus pour cette année 2017-2018. Donc à la fois en ce qui concerne le secteur du handicap, comme vous le savez, nous avons eu une conférence nationale du handicap assez récemment, la clôture en cours du 3e plan autisme, avec pour le 4e plan autisme un certain nombre de sollicitations de la Fédération hospitalière de France pour travailler en relation avec le ministère. Et puis également une implication dans une démarche accompagnée pour tous, dont vous avez peut-être déjà évidemment entendu parler, mais sur laquelle on pourra revenir si vous le souhaitez, qui est en cours de déploiement sur l'ensemble des territoires. Et puis, évidemment, les CEPOM et la signature des CEPOM, mais là, je laisserai probablement le niveau régional répondre à ces questions plus particulièrement. Pour le secteur personnes âgées, on en a parlé ce matin, évidemment pas de surprise, on est très concentré sur la question de la réforme de la tarification des EHPAD et pour partie sur des actions du plan maladie neurodégénérative. Il est évident que le sujet le plus important aujourd'hui pour nous, c'est l'accompagnement et la poursuite de la réforme de la tarification des EHPAD, ses impacts et l'accompagnement aussi des différents établissements dans le déploiement. Je vous ferai une petite présentation tout à l'heure sur les points clés et les éléments de calendrier clés pour cette campagne 2018. Donc la réforme de la tarification, je prends quelques minutes peut-être pour aller un petit peu plus loin par rapport à ce que nous avons dit ce matin avec Cédric Arcos. L'appel de la Fédération hospitalière de France depuis un certain nombre de mois à un moratoire de cette réforme pour évidemment prendre le temps de mieux évaluer les impacts, de prendre conscience que les établissements ne sont pas en capacité aujourd'hui, pour la plupart, de faire face à la demande de réduction qui leur est faite, notamment sur le forfait dépendance, mais avec évidemment, comme je disais aussi ce matin, une volonté de s'attacher aux différentes sections tarifaires qui, pour chacune d'elles, ont un impact dans le cadre de cette loi d'adaptation de la société au vieillissement. Pour ça, on a, comme nous vous le disions aussi ce matin, rencontré et eu une écoute particulièrement importante des différents députés au moment des auditions, et puis évidemment aussi en région, hein, notamment avec la région Occitanie, puisque Monique Iborra étant députée dans cette région, nous avons beaucoup travaillé également avec la Fédération hospitalière régionale d'Occitanie pour être en contact plus rapproché avec Madame Iborra et pouvoir partager également des exemples de terrain de sa région, évidemment, pour pouvoir illustrer au maximum nos propos. Quelques éléments synthétiques, puisque la mobilisation n'a pas faibli durant l'été. Bien au contraire, on a maintenu notre action pendant toute la période estivale, depuis le mois de juin où on a rencontré
évidemment la ministre des Solidarités et de la Santé, notre rencontre avec l'ADF au mois de juin également, les différents rendez-vous qu'on a pu multiplier, y compris avec la DGCS, même si on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes analyses sur certaines données. Et puis le courrier du président de la Fédération hospitalière de France à la ministre en juillet. Alors, le point sur lequel je souhaitais surtout plus particulièrement revenir, au-delà des éléments chronologiques, c'est les éléments que nous avons partagés dans le cadre de la présentation réalisée par la DGCS lors du comité de suivi de la réforme de la tarification au mois de fin septembre, le 25 septembre. Alors, ce comité de suivi, il avait été appelé de nos voeux, il avait finalement été décidé et annoncé pour cette rentrée. On l'avait évidemment préparé avec une grande attention et on avait surtout une forte attente quant aux chiffres qui allaient potentiellement être présentés. Alors au-delà des chiffres, le constat est partagé malgré tout, il est posé. L'impact en matière de dépendance est majeur pour le secteur public, avec un transfert de fonds et de financement vers le secteur privé. Le tableau que je vous présente là n'est pas le fruit du travail de la FHF, mais bien la présentation de la DGCS qui illustre ce propos. Après, sur le chiffre exact, on peut évidemment rentrer dans cette bataille, mais ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on peut faire le même constat, à savoir que cette réforme ne simplifie pas, comme on le disait aussi tout à l'heure, ne simplifie pas le travail ni pour les établissements, la compréhension pour les usagers, le travail du conseil départemental. Ça laisse évidemment un peu perplexe, sans aucune mesure d'économie au final. Et puis avec un point de vigilance, là aussi pour revenir en quelques mots sur le PLFSS dont on parlait ce matin, un PLFSS qui, dans ses formulations, annonce une amélioration, une revalorisation des financements alloués aux EHPAD qui nous laisse un petit peu perplexes quant à la façon dont nous devons analyser cette annonce au regard de la situation des établissements publics. Donc tous ces éléments nous amènent bien évidemment à poursuivre l'action que nous menons, alors dans le cadre du PLF16, dans le cadre de d'autres actions, puisque le constat est partagé. On vous remet là également les chiffres de l'impact, surtout de la dépendance, puisque comme on l'a répété un certain nombre de fois au niveau de la Fédération hospitalière de France, il n'est pas envisageable de considérer qu'il existe une compensation entre une potentielle convergence de la dépendance, des forfaits dépendance, un éventuel équilibre qui pourrait être trouvé par une convergence du forfait soins dans un certain nombre d'établissements. D'une part parce que ce constat d'équilibre ou cette annonce d'équilibre entre une perte d'un côté et un gain de l'autre n'est pas vérifié sur l'ensemble des établissements. C'est éventuellement des chiffres donnés au niveau national, mais on a énormément d'établissements qui reviennent vers nous pour nous indiquer à la fois que la baisse ou l'éventuelle compensation ne se fait pas du tout dans les mêmes proportions, et on a aussi beaucoup d'établissements qui reviennent vers nous pour nous indiquer qu'ils ont une convergence sur le soin et une convergence sur la dépendance. Évidemment, à l'appui des chiffres qui nous sont transmis par les fédérations régionales. D'autre part, et ça vous le savez, mais on a à cœur de le répéter, la convergence des dotations soins s'appuie dans un grand nombre de régions sur des dotations qui n'atteignaient pas le plafond, et donc des dotations auxquelles les établissements auraient que les établissements auraient dû atteindre il y a quelques années. Alors évidemment, sans par ailleurs ajouter l'élément d'une revalorisation théoriquement de ces dotations soins au regard de l'augmentation des charges. Alors, avant de passer au CEPOM, sur cet élément de réforme de la tarification, on a aussi à cœur d'outiller les établissements. On a mis en ligne un certain nombre en ligne sur le site internet de la Fédération hospitalière de France un certain nombre d'outils, et on est à l'écoute. On avait également mis en ligne un simulateur pour pouvoir faire un calcul assez rapide de l'impact de la réforme dans vos établissements. Et encore une fois, on est aussi à votre écoute si des outils vous manqueraient dans ce domaine
pour qu'on continue d'avancer. Pour donner un chiffre, malheureusement, ce n'est pas celui de Bourgogne-Franche-Comté que j'ai en tête à l'instant, mais pour vous donner un chiffre comparatif, sur la Nouvelle-Aquitaine, on avait dans notre enquête plus de 70% des établissements qui étaient en convergence vers le bas en matière de dépendance. Donc on voit bien que les chiffres présentés juste avant ne sont pas tout à fait, ne sont pas tout à fait compatibles, en tout cas dans les médias, avec l'argumentaire d'une compensation vers le soin. Quelques éléments d'échéance peut-être pour passer au sujet des CEPOM qui nous ont également été longuement présentés lors de ce comité de suivi. Pour faire un point évidemment sur les obligations et le déroulé, je pense avoir mis dans la présentation les éléments là aussi extraits de la présentation de la DGCS sur la programmation des CEPOM par région sur les années à venir, sur la période 2018-2021, avec un constat là pour cette fois relativement partagé, notamment avec l'ADF qui était présente à cette réunion, d'une accélération, notamment de la charge de travail que ça pouvait représenter, et de la part des établissements, un constat dans un certain nombre de régions de difficulté de trouver suffisamment de temps pour le dialogue dans l'élaboration de ce CEPOM. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas forcément une volonté, mais c'est aussi une difficulté au regard de l'accélération de ce calendrier, de trouver le temps d'échanger avec chacun des établissements, à la fois sur le contenu du CEPOM, mais également sur les indicateurs qui sont aussi un sujet de préoccupation assez important des établissements et qui nous est remonté. À cet effet, je fais juste une petite aparté information. On ouvre un groupe de travail et donc on ouvre les candidatures pour un groupe de travail et un groupe d'échange sur les CEPOM. On a évidemment déjà quelques contacts, mais je l'ouvre évidemment quand je me déplace aussi en région pour essayer d'avoir la meilleure représentativité des situations qui existent. Donc si certains d'entre vous souhaitent, vous pouvez prendre contact avec nous. L'idée, c'est d'avoir des retours sur les premiers déroulés de signature de CEPOM et puis pouvoir aussi faire émerger des pratiques qui pourraient être partagées sur l'ensemble du territoire et qui pourraient aider un certain nombre de collègues. Donc là aussi, on est tout à fait à votre écoute pour pouvoir avancer sur ce sujet. Je vais peut-être passer rapidement sur les constats des ARS pour vous laisser la particularité en région. Et voilà, donc l'appel à candidature pour participer à ce groupe de suivi pour avoir un focus sur les échéances, les indicateurs, les modèles existants et les modalités de dialogue pour remonter un petit peu toutes les situations existantes. On va penser qu'on parle que de finances dans le médico-social depuis le début. Malgré tout, ça reste un peu le nerf de la guerre en ce moment. Donc, quelques éléments, là aussi, vous les retrouvez sur le site internet. On vous l'a normalement également peut-être adressé par mail. On a réalisé un mémento un petit peu des différentes échéances suite à beaucoup de questions de collègues sur les documents obligatoires pour cette campagne 2017-2018 et la campagne 2018. Il est vrai, et on a pu le souligner également avec nos interlocuteurs, notamment à la DGCS, la difficulté de s'y retrouver parfois dans ces calendriers complexes en fonction des différentes situations. Et l'accélération de la mise en œuvre de la réforme à la fin de l'année 2016 pour une application au 1er janvier 2017 ont représenté une réelle difficulté pour un certain nombre d'établissements, un certain nombre de directeurs d'établissements, même si des accompagnements importants ont été faits en région. Le calendrier d'adaptation, notamment pour les établissements autonomes, a été particulièrement dense et contraint. On en a conscience, on a essayé de mettre en place un certain nombre là aussi, de kits et d'accompagnement, même si rien ne vaut l'accompagnement direct et l'échange également entre collègues sur ces situations-là. On avait produit le kit au mois de mars cette année pour pouvoir mettre à disposition, il est encore en ligne aussi, vous présentant l'ensemble des cadres budgétaires et puis un certain nombre de modèles pour pouvoir compléter. Alors, je ne vous lis pas toute l'intégralité des diapos, vous les aurez, c'était surtout pour vous faire un rappel sur les documents à transmettre, mais je pense que là aussi, c'est ce que l'on vous propose au niveau national, c'est
des éléments assez généraux, avec toujours la volonté de vous inviter à revenir auprès de vos ARS et de vos conseils départementaux pour s'assurer que cela correspond bien évidemment au calendrier et aux outils qu'ils ont mis en œuvre dans la région. Alors, j'avais fait également un point sur les arrêtés. Alors, d'abord sur le tarif hébergement habilité à l'aide sociale des établissements en l'attente de signature de CEPOM, mais surtout celui sur lequel je souhaitais m'arrêter. Je vais un petit peu vite sur certaines diapos pour qu'on ait plus de temps pour l'échange et vous les aurez ensuite, donc il n'y a pas de souci. Simplement faire un petit focus, puisque c'est tout récent, sur la parution des 2 derniers arrêtés en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement et plus particulièrement sur la réforme de la tarification. Il s'agit des 2 arrêtés fixant les seuils de taux d'activité qui déclenchent les modulations du forfait global soins et du forfait dépendance. Donc là aussi, ce sont des modulations progressives avec la prise en compte de l'activité de vos établissements dans le calcul des différentes dotations et les différents seuils pour la mise en application du taux définitif à terme en 2023. Donc là, c'était juste pour vous signaler cette parution qui était la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et vous rappeler l'intégralité des éléments disponibles sur le site et avec le kit, mais je crois qu'il vous avait été distribué également en région. Alors, on parle toujours finance, mais c'est aussi, au-delà des éléments purement techniques, essayer d'aborder avec vous la tendance plus générale, sortir du focus des EHPAD, sortir du focus de cette réforme de la tarification pour peut-être avoir une vision un peu plus large, à savoir la réforme, enfin en tout cas vers une tarification à l'activité dans les différents domaines du secteur médico-social. Donc on en a là aussi parlé rapidement ce matin, c'est une évolution contre laquelle avec laquelle on n'est pas en total désaccord, mais pour laquelle il est nécessaire de mettre quand même un certain nombre de points de vigilance, d'alerte et de s'assurer qu'on est bien en cohérence avec les besoins des différents établissements. Et c'est quelque chose que l'on retrouve en filigrane, en réalité, d'un certain nombre de travaux qui sont en cours, de réformes qui sont en cours. Alors, j'ai souhaité vous citer notamment la réforme de la tarification des SIAD, qui, après une tentative de réforme en 2012, qui a été inaboutie, a été relancée en ce début d'année et qui fait l'objet d'un certain nombre de groupes de travail, de réflexion, à la fois sur le périmètre, mais également sur une analyse plus fine de l'activité réellement réalisée pour envisager une réflexion sur les modalités, là aussi, de financement. Donc on est vraiment dans l'idée, c'était de partager avec vous le fait qu'on est dans une réflexion un petit peu plus globale et un mouvement qui est aussi enclenché dans le secteur médico-social. J'en dirai pas plus longtemps non plus sur la réforme Séraphin-Péage, puisqu'on l'avait par ailleurs longuement présentée l'année dernière lors du précédent forum ici en Bourgogne-Franche-Comté. Mais qui s'inscrit là dans les orientations de la Conférence nationale du handicap, qui a pour objet de créer un nouveau modèle de financement, malgré tout à terme, et qui nécessite là aussi une réflexion, une enquête de coûts qui permet d'analyser plus précisément les coûts attachés aux différents modèles de prise en charge, aux différents profils de personnes accompagnées, et évidemment devrait aboutir à des modèles auquel en tout cas, on participe au groupe de travail avec là aussi à la fois une vigilance, mais également une envie de faire progresser les choses. Et enfin, parmi les autres travaux, c'est aussi pour partager les travaux en cours avec vous. Alors bon, je suis d'accord, on sort un peu officiellement du médico-social. En tout cas techniquement et juridiquement, il s'agit des unités de soins de longue durée. Néanmoins, au regard à la fois du modèle de financement et du public accueilli, je souhaitais là aussi le partager avec vous. On a, depuis quelques temps, des contacts avec la DGOS notamment sur une réflexion d'évolution des unités de soins de longue durée.
On a eu en tout cas une mise à part des USLD dans le cadre de la réforme de la tarification qui a pour objectif de prendre le temps également de réfléchir au modèle des USLD. On avait réalisé une enquête notamment l'année dernière auprès des adhérents de la Fédération hospitalière de France et on est là aussi sollicité. On a un deuxième groupe de travail qui devrait se dérouler au mois de novembre et qui fera suite, là aussi, je vous l'ai indiqué, au rapport IGAS de l'état des lieux des USLD. Pour l'instant, on n'a pas d'orientation majeure prise sur ce sujet, mais une très très grande vigilance avec des attentes parfois très différentes en fonction des politiques menées dans vos établissements. Donc il s'agit là à la fois de concilier les besoins des personnes qui sont accueillies dans les établissements, les besoins en ressources des établissements pour pouvoir les prendre en soin, puisque là on est aussi fondamentalement sur le soin, prendre en soin correctement les personnes accompagnées, et en même temps dans le respect des budgets forcément extrêmement contraints qui nous préoccupent évidemment un peu. Pour l'instant, on n'a pas énormément avancé sur ce sujet, on est extrêmement présent et on partage sur ce point de façon assez étroite avec certains collègues en région pour justement pouvoir réagir assez vite en cas de proposition de modèle de simulation sur des établissements réels pour pouvoir mesurer les éventuels impacts. Petit point sur le PLFSS dont on n'a pas parlé ce matin et parce qu'on ne parlera pas que finance aujourd'hui, j'y tiens, même si c'est important. Vous l'avez probablement vu et pour ceux pour qui ce n'était pas forcément passé au premier plan, un point d'alerte en tout cas sur le rapprochement de la HAS et de la NESM qui a été confirmé dans le cadre du PLFSS. Même si évidemment c'était quelque chose d'attendu. Nous avions été informés de la fin du GIP que constituait la NESM, de sa prolongation d'1 an jusqu'au 1er avril 2018 et de sa mise en sursis quelque part en attendant une prise de décision. Pour l'instant, on est très impliqué également dans le fonctionnement de la NESM comme dans le fonctionnement de la HAS dans un certain nombre d'instances. On aura à cœur là aussi de faire vivre le secteur médico-social et ses spécificités dans l'instance qui regroupera donc les fonctions à la fois de la NESM et de la HAS. Il me reste juste une diapo à vous montrer pour vous aller rapidement. Vous la retrouverez, vous avez été informé de la parution de la mesure sur la sécurisation des établissements médico-sociaux. Là aussi, on aura des outils plus précis pour vous les adresser, pour les mettre en œuvre dans vos établissements. Et la parution prochaine, pour ouvrir quand même sur d'autres sujets. Donc, je vous ai parlé de la qualité et puis ouvrir sur d'autres sujets, sur l'accompagnement des personnes protégées, puisqu'on a mené une enquête cet été auprès avec la NMJPM, ce qui est quand même un acronyme un petit peu long, en tout cas avec l'association des mandataires à la protection des majeurs qui exercent en établissement, pour faire un petit peu le point de cette mesure 10 ans après, qui était évidemment une mesure obligatoire dans les établissements, mais aussi pour mesurer quelle est la plus-value, les difficultés rencontrées dans les établissements de cette mesure que l'on sait par ailleurs en grande partie non financée et qui interroge évidemment. L'objectif, c'est à la fois de faire le point, mais aussi de proposer éventuellement des évolutions si elles sont nécessaires pour faciliter le fonctionnement dans les établissements.